Et maintenant, nous allons aborder tous les aspects éthiques concernant la prise en charge de ces patients avec monsieur le professeur Pierre-Édouard Bollac. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas de conflit d'intérêt vis-à-vis de cette intervention. Alors, la question, y a-t-il dans ces aspects éthiques des grandes spécificités en ce qui concerne les comas post-anoxiques? Nous avons des éléments de réponse dans la très intéressante enquête qui a été faite par la commission du congrès infirmier de la SRLF en 2007 et publiée dans Réanimation en 2009. En effet, on se rend compte que les médecins et les infirmiers, infirmières ont une opinion assez contrastée, peut-être pas tant sur la nécessité de limitation ou d'arrêt thérapeutique, puisque finalement, vous le voyez, ils sont majoritaires à proposer des arrêts de traitement, mais en tout cas très contrasté sur la période pour laquelle il faut la faire. Et vous voyez qu'on a autre, c'est-à-dire que ça peut se passer bien après le premier mois. Vous voyez qu'aussi un peu moins de 10% dans les deux catégories considèrent qu'il ne faut pas jamais faire d'arrêt, de limitation d'arrêt thérapeutique. Ils disent eux-mêmes que les patients en coma post-anoxique posent des problèmes spécifiques par rapport à un patient standard et de façon assez concordante avec, et de façon assez, on va le dire, claire, 64% pour les infirmiers, 86% pour les médecins. Ils soulèvent les problèmes des conflits engendrés, médicaux, paramédicaux, mais aussi, bien sûr, entre le personnel soignant et la famille. Donc on peut admettre qu'il y a une spécificité dans la prise en charge et dans les aspects éthiques de la prise en charge de ces patients. En fait, ce coma post-anoxique a tout un ensemble de singularités. L'événement causal spécifique, usuellement bien sûr l'arrêt cardiaque, qui est assez, voire très différent d'autres types de lésions cérébrales et qui, bien entendu, est l'événement majoritaire. Les incertitudes que nous avons vues dans les présentations précédentes vis-à-vis du pronostic, mais aussi vis-à-vis de ce qu'est un état végétatif, ce qu'est un état de conscience minimal, ce que peut être l'évolution ou non de ces situations. Je me focaliserai cependant plus sur les deux derniers aspects, celui de la fin de vie de ces malades, enfin de la fin de vie des soins palliatifs, de la fin de vie et du double effet, c'est-à-dire ce qui va recouvrir le champ de la loi Leonetti. Et je présente mes excuses vis-à-vis des assistants ici qui seraient francophones d'origine belge ou helvétique, parce qu'on va avoir des considérations qui sont effectivement en relation avec la législation française. Et enfin, bien sûr, le problème des prélèvements, je dirais un mot des prélèvements d'organes après limitation ou après arrêt thérapeutique. Alors, prenons un cas clinique, l'arrêt de la ventilation mécanique, une histoire assez banale. Un homme de 60 ans qui fait un arrêt circulatoire à domicile, le pronostic est considéré comme mauvais à J7. Il n'y a pas de signe d'éveil et on a d'autres arguments que je ne détaillerai pas ici. Décision à J9 d'arrêt thérapeutique. En pratique, arrêt de la ventilation mécanique en accord avec la famille et selon la procédure collégiale voulue par la loi Leonetti. Le malade est débranché du respirateur à J9 avec une prescription préalable de morphine à 1 mg/h et midazolam 3 mg/h. Le malade garde une ventilation spontanée, efficace et d'assez bonne qualité. De J9 à J12, le malade reste stable. La famille trouve cette fin de vie bien douloureuse. La posologie des sédatifs et analgésique est progressivement augmentée. Le malade décède paisiblement à J14. Avançons un petit peu sur ce cas clinique et en reparlant de la nouvelle rédaction de l'article 37.3 du Code de déontologie médicale qui vous dit que lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évoluée du fait de son état cérébral, met en œuvre des traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne.
Voilà, c'est quelque chose qui, cette nouvelle rédaction a fait couler un peu d'encre, mais elle est admise et en matière de soins palliatifs, on a un certain nombre d'arguments, notamment celui d'un état, celui que des patients en état de conscience minimal ont probablement une perception douloureuse. C'est un travail de l'équipe de Steven Lorais qui a été publié en 2008 et qui montre qu'en IRM fonctionnel, quand vous appliquez des stimuli nociceptifs, vous avez des projections à peu près similaires dans les groupes contrôle et dans les groupes en état de conscience minimal, dans les zones d'intégration de la stimulation, enfin du phénomène de la douleur. Donc c'est un argument. On sait par ailleurs, sur d'autres travaux que je ne présenterai pas ici, qu'il y a sans doute dans les états végétatifs également des formes d'intégration d'un certain nombre d'éléments symboliques et cognitifs. Donc deux cas de figure. Un cas de figure qui serait celui d'une situation de dépendance absolue à la ventilation mécanique et d'un arrêt dans cette situation. Le traitement sédatif et analgésique est une indication absolue et recommandée en particulier par dans la dernière version des recommandations de la Société de réanimation de langue française et ne pose de questions à personne. En revanche, le problème est l'absence de dépendance mise en évidence lors de l'arrêt de la ventilation. Quelle est la justification de la mise en place d'un traitement qui plus est sédatif et analgésique? Quelle est la justification de le maintenir, voire de l'amplifier? C'est une question qui mérite d'être largement soulevée. Venons-en maintenant à la loi Leonetti dans son article 2, c'est-à-dire l'article qui va consacrer le principe, la légalisation, la légitimation du principe du double effet. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice, la personne de confiance, la famille ou à défaut un des proches, la procédure suivie inscrite dans le dossier médical. C'était un acquis très important pour nous de la loi Leonetti. Sommes-nous en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable? C'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à interpréter. Ça convient bien dans un cancer évolutif, par exemple, ou dans des maladies chroniques dégénératives en phase terminale, pour lesquelles, finalement, la fin de vie est quelque chose qui s'annonce. On est en échec des différents traitements. L'état général du malade spontanément s'altère. C'est finalement une fin de vie qui nous est assez familière, entre guillemets, si tant est que ça puisse être familier. En revanche, des maladies aiguës graves qui laissent des séquelles, y compris très sévères, est-ce véritablement une fin de vie puisque vous avez un événement causal mais vous n'avez pas une pathologie, vous avez des séquelles mais vous n'avez pas forcément de pathologie évolutive durable à potentiel létal. C'est un problème. De plus, lorsque vous interrogez sur l'évolution des patients en état végétatif persistant après une atteinte cérébrale, qu'elle soit traumatique ou non, vous vous rendez compte que l'état spontané, les états végétatifs pris en charge avec des méthodes relativement simples de traitement, c'est-à-dire une alimentation entérale par sonde nasogastrique et des soins appropriés, des soins infirmiers appropriés, ont une évolution, vous le voyez ici, qui n'est pas, évidemment, il y a des décès, mais la plupart du temps, ces malades peuvent vivre longtemps, voire très longtemps, on sait qu'on a des records, et d'autres études plus récentes montrent que la plupart du temps, cette espérance de vie a plutôt tendance à augmenter, et que les décès dans les états végétatifs ne sont pas directement liés à l'état végétatif, ils en sont une conséquence indirecte, ils sont plutôt liés à des complications liées au décubitus. Il est intéressant de lire la contribution à la réflexion de la mission présidentielle sur la fin de vie à propos des patients dits en état végétatif chronique et post-irrelationnel, faite par le groupe de l'espace éthique de la PHP à la fin 2012, publié à la fin 2012. Les états végétatifs persistants et post-irrelationnels ne doivent pas être considérés comme des situations de fin de vie. Et de fait, les demandes d'euthanasie par l'entourage sont rares.
Ces personnes sont beaucoup plus redevables de la prise en charge du handicap, de leur handicap, que de soins palliatifs. Donc l'état végétatif, et a fortiori l'état de conscience minimal, n'est probablement pas une situation avérée de fin de vie. Donc sommes-nous toujours dans le double effet lors des situations de limitation et surtout d'arrêt thérapeutique? Je pense qu'il n'y a pas d'équivoque chez un certain nombre de patients cérébraux lésés et même aussi un nombre peut-être un peu plus restreint de patients en anoxie cérébrale. Mais malheureusement, dans l'anoxie cérébrale, de temps en temps, la situation de fin de vie qui autorise le principe du double effet est souvent plus une affirmation médicale qu'une réalité. On pourrait plus parler d'une situation de fin de qualité de vie, mais situation de fin de vie, c'est peut-être un pas qui a été franchi peut-être un petit peu imprudemment. L'analgésie-sédation palliative, sans doute disproportionnée aux besoins en précipitant un décès, loin d'être spontanément inéluctable, n'est-elle pas ici l'outil d'un raisonnement circulaire? Les deux orateurs précédents en ont déjà parlé, et je crois qu'on ne peut pas passer sous silence sur le plan éthique cette question absolument fondamentale. Cette question a été soulignée avec pertinence par Suzanne Ramex, qui est philosophe et qui travaille à la faculté Henri Mondor à Créteil, et qui se pose la question de cette disproportion dans l'utilisation des analgésiques qui, pour elle, est peut-être justement une forme d'euthanasie déguisée. Et dans sa très longue audition, elle dit que dans un certain nombre de situations, elle pense que les pratiques qui sont plutôt des pratiques de provocation directe de la mort qu'au contraire que du laisser mourir en enlevant des traitements supportifs dénués de sens. Pourquoi cela? Eh bien, il y a la singularité de la maladie, j'en ai parlé tout à l'heure. L'arrêt cardiaque est quelque chose de très particulier, puisque l'arrêt cardiaque, dans un certain nombre de cas, lorsque les sauveteurs prennent en charge ces patients, certains remplissent les conditions d'une mort légale dans bien des pays compte tenu de la durée d'arrêt cardiaque. Et c'est une véritable résurrection, si vous voulez, c'est un faux ami, mais c'est quelque chose, cette réanimation de l'arrêt cardiaque va ramener à la vie de quelqu'un qui, effectivement, peut être en quelque sorte légalement mort. Avec pourtant une majorité de résultats qu'on va considérer comme plutôt mauvais. Et ceci crée évidemment une importante culpabilité des soignants. Culpabilité à la fois vis-à-vis d'un malade vulnérable et qui ne peut donner son avis sur la question, et bien entendu aussi et surtout des proches qui vont vivre une expérience extrêmement traumatisante. À tel point que, osons le mot, est-ce que l'apparition de coma anoxique n'est pas finalement un événement iatrogène majeur? En tout cas, ça ne l'est peut-être pas, mais la perception de ce fait est quand même peut-être, à mon avis, assez prégnante dans les décisions. Et le souhait inconscient ou conscient, en tout cas implicite, de restaurer une situation antérieure, c'est-à-dire de revenir, on n'a pas réussi à ramener à la vie, donc laissons venir la mort ou aidons-la peut-être un petit peu pour revenir à la situation antérieure, ne peut pas être banni de notre réflexion éthique. De qui prenons-nous soin? Du malade? En évitant de prolonger une vie de souffrance privée de sens, ou en réparant le préjudice d'une réanimation privée de sens, ou au contraire, est-ce que nous transformons nos sombres prophéties en réalité, ou au contraire, est-ce que nous considérons à la place du malade que son handicap est ou sera à terme pire que la mort, et sans, bien sûr, connaître son avis sur la question. Même s'il ne faut pas se voiler la face, lorsqu'on interroge des patients en bonne santé, il y a eu une enquête Sofres en 2012 sur la question, il y a des papiers dans la littérature là-dessus, une majorité de personnes considèrent qu'il est raisonnable de ne pas d'interrompre leur vie, de même effectivement d'aller assez loin dans la décision, pas simplement de laisser venir une mort inéluctable. Beaucoup de gens vont dans ce sens-là. Pour autant, là encore, on sait que les déclarations des bien portants ne sont pas toujours
celles qu'ils auront lorsqu'ils seront un peu moins importants et celles qu'ils décideraient au moment de l'événement. Prenons-nous soin des proches? Probablement, puisque ceux-ci vivent une épreuve traumatisante avec une phase d'espoir lors de la réanimation, de la récupération d'une activité circulatoire, une culpabilité qui est multiple et sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, et qui sont aussi les interprètes des souhaits et des valeurs du patient. C'est une affaire difficile pour eux, c'est un très lourd poids à porter. Est-ce que pour eux, nous ne recréons pas des conditions de vie naturelles et d'une mort douce dont nous orchestrons en quelque sorte le tempo? Je pense que c'est quelque chose, cette représentation est souvent, là encore, assez prégnante dans l'esprit d'un certain nombre de médecins et aussi sans doute d'infirmières qui connaissent ces situations. S'agit-il enfin, comme nous en avons déjà parlé, de la réparation symbolique de la résurrection manquée? Là aussi, parce que cette résurrection manquée va confère un poids considérable sur la famille, par la prise en charge de ce patient, par cette impossibilité de faire un deuil, si ce n'est le deuil d'une qualité de vie et de relations antérieures. Et enfin, la société. Et vous savez bien que nos sociétés modernes ont une représentation négative du handicap majeur et qu'il existe que le paradigme actuel, c'est le mieux vaut mort que sévèrement handicapé. Et nous savons que les moyens de court séjour et de soins de suite sont assez souvent insuffisants et il est très probable que la possibilité d'accéder à des soins de grande qualité, d'un environnement dans lequel on a l'impression que le malade serait finalement bienvenu, parfaitement accepté, changerait considérablement les données sur cette question. Pour résumer, n'avons-nous pas, dans certains cas, instrumentalisé la loi Leonetti pour substituer aux soins palliatifs une forme douce du faire mourir? Je laisse bien sûr la question ouverte et je ne prends aucun parti, aucun jugement moral, mais je voulais simplement soulever cette question qui me paraît importante à méditer et à peut-être à faire évoluer, quitte à changer la loi peut-être, ou quitte à changer nos pratiques, je n'ai pas la réponse. Je vais terminer par la question du don d'organes. Question évidemment qui depuis très longtemps, l'utilisation, et ça remonte à plusieurs dizaines d'années avec une affaire célèbre dans le Nord, la question de l'utilisation des malades en état végétatif ou sévèrement handicapés sur le plan cognitif avait été posée à fin d'expérimentation thérapeutique. Et bien entendu, cette question revient actuellement à propos du don d'organes. Nous avons différents types de donneurs morts, les états de mort encéphalique à cœur battant, mort légale, que nous connaissons bien, et les donneurs décédés après arrêt cardio-respiratoire avec une classification complexe, dite de Maastricht, où le Maastricht 1, ce sont les morts à l'arrivée, le 2, c'est un massage cardiaque infructueux, le 3, c'est un arrêt cardiaque attendu, et le 4, c'est un arrêt cardiaque chez un patient en mort encéphalique. Alors, dans le coma post-anoxique, actuellement, seul est autorisé les situations d'état de mort encéphalique à cœur battant qui représentent moins de 10% des cas d'anoxie cérébrale. Je crois que tout le monde est bien au courant de ça. Ces patients passent très peu, enfin relativement peu, en mort encéphalique. Alors, la question est d'étendre la possibilité du don d'organes à ces malades dans le Maastricht 3, c'est-à-dire la situation de l'arrêt cardiaque attendu après une limitation thérapeutique. C'est une situation qui n'est pas autorisée en France alors qu'elle est dans certains pays, comme la Grande-Bretagne par exemple, comme l'Amérique du Nord, certains États d'Amérique du Nord et autres. Le Maastricht 3 s'appliquerait plutôt aux malades cérébrolésés pour une raison simple, c'est que souvent ces malades ont une assez bonne fonctionnalité des organes. C'est loin d'être toujours vrai en ce qui concerne des malades qui ont été réanimés d'un arrêt cardiaque. C'est loin d'être toujours le cas. Il est absolument nécessaire que le délai, ce qu'on appelle d'ischémie chaude, entre l'arrêt des soins et l'arrêt cardiaque soit inférieur à 60-90 minutes, car après, si vous avez un processus de limitation thérapeutique, il est plus long, il va y avoir une détérioration des organes qui ne
ne pourront plus, qui vont être mal perfusés, et donc ça n'est pas possible. Et il est nécessaire de mettre en place dans les plus brefs délais une circulation extracorporelle ou une sonde de Gillot après l'arrêt circulatoire terminal, voire dans certains pays étrangers avant l'arrêt cardiaque. Ça se fait ici. Alors il y a beaucoup de controverses en France sur cette question et il faut reconnaître que les sociétés qui ont été saisies par ça, notamment la SRLF, via sa commission d'éthique, l'ASFAR, via le groupe ICAR, ont des opinions assez nuancées sur la question, ne s'opposent pas complètement à cette possibilité, mais pensent qu'un certain nombre de problèmes majeurs se dressent devant. Premièrement, des conflits d'intérêts entre soignants et préleveurs, qui sont bien évidents et qui pourraient amener à, rendre un peu moins impartial et un peu moins réfléchi une décision de limitation thérapeutique sous la pression. C'est un point clé. Deuxièmement, le respect de l'éthique palliative, c'est aussi un point extrêmement important dans la mesure où la loi Leonetti a été faite pour restaurer, pour essayer justement la primauté des soins palliatifs. On imagine assez mal être obligé de transporter ce malade à qui il convient d'extuber au bloc opératoire à toute vitesse. Imaginez la situation pour l'entourage, dans l'idée étant que l'arrêt cardiaque se produit dans une situation où le malade puisse être cannulé extrêmement rapidement. C'est quelque chose qui pose en tout cas de très grosses difficultés. Ça pose de très grosses difficultés dans le rapport soignant-proche, en particulier justement ce problème de la limitation qui impose des relations évidemment de grande qualité et de proximité avec les proches et qui là risque d'être fortement perturbé par la question du don. Voilà. Et le dernier point, et pas des moindres, c'est que la plupart du temps, et on revient à mon point précédent, le besoin d'accélérer, voire de provoquer la mort est quasi indispensable chez des patients qui ne vont pas très rapidement, qui vont ne pas être dépendants d'une suppléance vitale. Et c'est probablement le cas le plus, à mon sens, et notamment plus la décision de limitation est faite tardivement, plus ce problème de faible dépendance à la suppléance, et en particulier respiratoire, est important.